Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur DRTV HD Pointe-Noire pour suivre notre journal rétro du 3 décembre 2022. Deux titres font la une du journal. Travaux préliminaires à la pose de la première pierre de la construction de l'Université de Pointe-Noire. Puis, en nécrologie, dernier hommage rendu au conseiller Joseph Mavungu au Kouilou. Bienvenue à tous. C'est sur cette étendue de terre de Diosso dans le département du Kouilou, estimée provisoirement à 300 hectares, que seront lancés les travaux de construction de l'Université de Pointe-Noire. Pour en savoir plus sur les travaux préliminaires qui se réalisent actuellement, Hilaire Bouoyi, haut-commissaire au pilotage du projet de construction et de création de l'Université de Pointe-Noire, est descendu sur le terrain ce samedi 3 décembre 2022. Les équipes du Bureau de contrôle de bâtiments et des travaux publics, BCBTP en abrégé, pour l'étude du sol, du cadastre pour les travaux d'arpentage et de levée topographique, puis celle de Buzine Consult, bureau d'études chargé d'impact environnemental et social, sont à pied d'œuvre. Ces travaux préliminaires s'exécutent dans le droit fil de l'annonce faite par le président de la République sur la construction de l'Université de Pointe-Noire. Ce que nous faisons, c'est un levé détaillé en planimétrie et en altimétrie, ce qui nous permettra bien évidemment de pouvoir circonscrire les limites exactes de la propriété, parce que jusqu'à aujourd'hui on parle de la superficie estimative. Donc il faut la délimiter avec précision et octroyer aussi bien évidemment un support technique, donc en l'occurrence la topographie, pour permettre aux architectes et autres de pouvoir continuer les études, tout ce qu'il faut pour la bonne construction de ce projet. Nous avons été contactés pour faire l'étude des sols. Nous avons deux équipes qui sont en train de travailler. L'étude des sols ici, c'est voir la résistance. Donc, voir la résistance du sol. Et à partir de cette résistance, nous allons proposer des fondations, le type de fondation et la profondeur à laquelle on peut faire des fondations par rapport au type de bâtiments qui seront proposés. Et nous avons également une équipe qui est en train de faire des prélèvements d'échantillons qu'on va analyser au laboratoire pour voir au moins la constitution du sol jusqu'à une profondeur donnée de quels matériaux sont constitués ces sols. Avant la pose de la première pierre des travaux de construction de cette université par le chef de l'État, il était nécessaire de démarrer les travaux préliminaires. Le projet de l'Université de Pointe-Noire est un projet pour lequel le président de la République s'est personnellement engagé. Et au sujet de ce projet, vous vous souvenez que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avait solennellement déclaré devant le Parlement que l'engagement pris par le chef de l'État sera tenu. Et le gouvernement a mis à la disposition de l'université un site et nous sommes venus pour la prise en main de ce site avant la pose de la première pierre. Cette descente a connu la présence du sous-préfet de Luango, représentant le préfet du département du Kouilou. L'agence de régulation des transferts de fonds a désormais à Dolisie un nouveau bâtiment administratif comptant pour la direction interdépartementale Niari Bouinza Lekoumou, lequel a été provisoirement réceptionné ce vendredi 2 décembre 2022 au cours d'une cérémonie patronnée par le préfet du département du Niari, Frédéric Baron-Bouzok, qu'assistait le représentant de la direction générale de l'ARTF. Ce bâtiment, dont le coût global des travaux est chiffré à 199 110 198 francs CFA, a été construit en 30 mois, soit 2 ans et demi, par Built Company. Les premiers mots de la cérémonie revenaient ainsi à Modeste Kikungango, administrateur maire de l'arrondissement numéro 1 Fundu Fundu, pour l'accueil des invités. Après, place à la présentation technique du bâtiment par le directeur du projet, Jean-Jacques Metoubela. Au nom de la direction générale de l'ARTF, c'est le directeur des ressources humaines et de la logistique qui a fait le rappel historique de cette concession héritée de la DGCRF, tirant sa révérence à deux illustres personnalités politiques rappelées à Dieu. C'est ici l'occasion de témoigner notre reconnaissance à la mémoire de nos prédécesseurs qui ont facilité l'achat de cet espace ainsi que la construction de ce bâtiment, notamment
la commissaire politique et monsieur le maire de la ville de Dolisie d'alors, nous citons madame Céline Comban et monsieur Yokai Kula, pour s'être personnellement impliqués auprès de la société SKN, ancienne propriétaire des locaux, et veiller à la bonne réalisation des travaux, travaux qui ont pris fin en 1991, à l'issue desquels une médaille d'honneur de la ville de Dolisie avait été décernée au premier directeur départemental de la localité, M. Diabois Philippe, et à travers sa personne, les instances dirigeantes de la DGCRF. Nous sollicitons la transcription du titre foncier de cet immeuble et de bien d'autres immeubles de la DGCRF au nom de l'ARTEF, structure que le gouvernement a créée par la loi 07-2012 du 4 avril 2012. La coupure du ruban symbolique a précédé la visite de l'ouvrage. Un ouvrage construit selon les règles de l'art et le directeur interdépartemental RTF Niari, Bouinza Lekoumou, installé sur son fauteuil, peut rassurer sur l'utilisation de ce joyau. C'est un bijou, non seulement pour la commune et pour le département. Et donc, tel qu'il est, j'ai reçu des instructions. Vous avez compris le discours de M. le DRH, le représentant du directeur général. Il a dit que ça soit utilisé dans de très bonnes conditions. L'ARTF a pour entre autres missions réguler les activités relatives au transfert de fonds et contribuer à l'élaboration de la balance de paiement. Mavi Piambote, une approche communautaire de santé publique à triple objectif pour offrir les soins de santé et de qualité aux populations congolaises, a été officiellement lancée ce vendredi 2 décembre 2022 à Pointe-Noire, au district sanitaire de Luandjili, centre de santé intégré Mbota et Traba, par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki. Bénéficiaires et officiels du département ont marqué de leur présence l'éclat de ce projet pilote. Moment pour l'assistance de suivre avec attention 3 allocutions d'honneur. Celle du docteur Victor Mukoka Tumba, médecin-chef du centre de santé intégré Mbota et Traba, rendant un hommage déférent à l'action du ministre de la Santé et de la Population. Puis, l'allocution de la représentante de l'UNICEF au Congo, Chantal Omotoni, valorisant les efforts de son institution. L'UNICEF, par ma voix, réitère une fois de plus son engagement à être à vos côtés pour l'amélioration de la santé et du bien-être des populations congolaises en général, mais en particulier celles de mères et des enfants. Allocution étayée par le ministre de la Santé et de la Population pour donner les raisons du choix du district sanitaire de Luandjili et l'intérêt de la vision du chef de l'État. Grâce aux initiatives prises dans la réponse communautaire de la Covid-19, Luandjili est l'un des districts sanitaires qui donne les assurances de réussir n'importe quelle approche de santé. Luandjili constitue une flamme d'espoir. Toutes nos visites traduisent notre volonté d'entretenir cette flamme, consolider les acquis et intégrer d'autres approches efficientes et porteuses. L'approche Mavi Piambote constitue le deuxième espoir à côté de la stratégie opérationnelle conjointe expérimentée avec le MES pour accélérer le développement de nos districts sanitaires. La vision de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, exprimée dans le projet Ensemble poursuivant la marche, est d'offrir des soins de santé de qualité de façon équitable à toute personne habitant au Congo. Un lancement officiel couplé à l'inauguration de la pharmacie du centre de santé intégré Mbota et Traba, suivi de la visite guidée au centre-ville par le ministre Gilbert Mokoki de la centrale d'achat des médicaments essentiels et produits de santé, CAMEPS en abrégé. Visite guidée pour superviser les remises des entrepôts réhabilités, des véhicules et épis. Moment ayant marqué la fin de la journée de travail de Gilbert Mokoki à Pointe-Noire.
Le 64e anniversaire de la proclamation de la République du Congo a été célébré dans une ambiance bon enfant à Luango, dans le département du Kwilu, ce lundi 28 novembre 2022. Tout a commencé par la levée des couleurs nationales sous l'autorité du préfet Paul Adam Dibouilou, avant que les corps constitués départementaux ne se retrouvent dans la salle de conférence Antoinette Sassou Nguesso du conseil départemental du Kwilu. Ici, le rappel historique de la journée a constitué la toile de fond du mot de bienvenue du sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana. Par la suite, l'attention des participants a été orientée vers le message à la nation du président de la République devant le Parlement réuni en congrès à travers cette projection vidéo en direct de Brazzaville. Le message du chef de l'État a été bien intériorisé par les corps constitués départementaux, dont le préfet du Kwilu qui en fait ici un résumé. Le président de la République a dressé un tableau synoptique de toute la situation économique et sociale de notre pays. D'autre part, le président de la République a tracé la voie, une voie qui part de l'histoire depuis la proclamation de la République en 1958 jusqu'à nos jours, et a tracé la voie à nous, les contemporains, aux jeunes également, qui n'ont pas connu ce pays à l'entame de la République parce que ce pays s'est construit allègrement. Vous savez que notre pays a eu des moments difficiles, naturellement, au commencement de la République, parce qu'il n'y avait rien, nous étions encore un pays, j'allais dire, une administration embryonnaire. Et qu'au fil du temps, nous avons progressé pour devenir un pays émergent. C'est dire que la paix que cimente le président chaque jour, qui consolide chaque jour, a amené notre pays à pouvoir bénéficier d'un regard bienveillant des organisations internationales et qui nous a apporté un concours éminent pour bâtir notre pays, comme j'ai toujours dit, pierre par pierre. Le monde s'est séparé dans l'espoir de célébrer l'an prochain le 65e anniversaire de la journée de la République dans un climat de patriotisme. Dolisie, capitale de l'Or-Vert, a été au rendez-vous de la célébration du 64e anniversaire de la proclamation de la République le 28 novembre dernier. Pendant que ces nationalistes rendent salubre la place de la République, les officiels du Niari, quant à eux, sont reçus dans la salle de conférence de la préfecture pour suivre en direct le message du chef de l'État sur l'état de la nation. Lorsque le moment arrive, tous les corps constitués départementaux suivent avec attention l'adresse du président de la République. Frédéric Baron-Bouzok, préfet du département du Niari, est bien là. Pour être en harmonie avec le congrès à Brazzaville, l'on peut observer la mise en orchestre de l'hymne national. Après 1h10 de concentration sur l'adresse du chef de l'État, quelques langues se sont déliées. Énormément de choses, la liste est très exhaustive, mais celle qui m'a le plus touchée en fait, c'est la prise en charge des problèmes du genre. Parce que je suis une femme et que trop longtemps, nous avons été relégués au deuxième plan sans tenir compte des capacités de la femme, sans tenir compte de l'égalité humainement parlant. Alors maintenant que tout cela va être pris en charge officiellement, je veux dire, et c'est que pour me rassurer. Ce que a dit le président de la République, nous devons écarter les actes inciviques et regarder de l'avant, essayer de changer de mentalité par rapport à notre République afin que nous puissions progresser au lieu toujours de régresser. Une très bonne innovation que le message à la nation du chef de l'État soit, n'est-ce pas, livré le jour de la proclamation de la République. Comme d'habitude, une série d'orientations que le chef de l'État a eu à nous donner. Et maintenant, il reste à l'exécutif, n'est-ce pas, de mettre ça en musique et de faire exécuter. Maintenant, aux législatives, de contrôler, n'est-ce pas, la réalisation de toutes les orientations émises par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le président du conseil municipal de Dolisie
a pour sa part relevé la situation des subventions. Le président de la République a fait l'état de lieu comme il se doit, mais moi en tant que président d'un conseil municipal, c'est surtout la situation des collectivités locales. Il a exhorté le gouvernement à faire des efforts pour débloquer nos centimes additionnels. Il a demandé au gouvernement de faire des efforts pour que les subventions aux collectivités locales soient données. Voilà ce qui m'a beaucoup réjoui, tout en sachant que le domaine de la santé, le président de la République en a parlé, le domaine de l'éducation, vous venez d'entendre vous-même avec la création des universités, et enfin sur le domaine de l'agriculture. La photo solennelle a marqué le clou de cette cérémonie. Pour permettre aux autorités de la ville et du département de Pointe-Noire de s'approprier du contenu des travaux du colloque relatif au centenaire de la ville océane, Yolande Berton-Ofouimé, vice-présidente de l'Université Marion Ngouabi, et Jean-Luc Moutou, président du comité d'organisation du colloque tenu à Pointe-Noire du 11 au 13 mai 2022, ont effectué le déplacement pour remettre ces supports de communication au préfet et aux représentants de la mairie de Pointe-Noire. Ces supports faisant la synthèse des principales communications du colloque demeure la contribution de l'Université Marion Ngouabi à travers ses enseignants-chercheurs à la reconstruction de la ville de Pointe-Noire. Le ministre Jean-Luc Moutou a pour sa part, dans cette même optique, publié un ouvrage sur la dynamique urbaine concernant la ville de Pointe-Noire. Ouvrage remis tout aussi ce vendredi 2 décembre 2022 aux autorités communales et départementales. Au terme de la remise, la vice-présidente de l'Université Marion Ngouabi résume. Nous sommes venus remettre à monsieur le préfet du département de Pointe-Noire et à madame le maire de la ville de Pointe-Noire les supports du colloque. À l'occasion du centenaire de Pointe-Noire, la communauté universitaire de l'Université Marion Ngouabi avait pensé participer à ce grand événement en organisant un colloque. Donc il y a eu du 11 au 13 mai de l'année en cours, il y a un colloque qui a été organisé à Pointe-Noire, animé par les enseignants-chercheurs de l'Université Marion Ngouabi. Et à cette occasion-là, il y a des actes du colloque qui sont en cours de publication. Et comme les actes constituent un grand document de plus de 300 pages, et nous avons estimé qu'il était opportun qu'on puisse remettre aux autorités de la ville de Pointe-Noire la synthèse des principales communications. Dans la synthèse, nous présentons tous les éléments qui permettent aux autorités en fait, de contribuer à l'aménagement de Pointe-Noire. Il y a quelques semaines, les travaux de la municipalisation accélérée additionnelle de la ville de Pointe-Noire ont été officiellement lancés par le président de la République. Réhabilité en 2010, le 28 novembre 1958 devient une journée de la République célébrée chaque année pour la mémoire d'histoire. À Pointe-Noire et sous le patronage du préfet Alexandre Honoré Paccard, devant les officiels du département, les invités de marque au siège administratif du port autonome de Pointe-Noire. Les festivités d'un 64e anniversaire ayant en toile de fond deux moments cruciaux. Le message à la nation en salle du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès à Brazzaville pour restituer au peuple congolais la trame événementielle de l'histoire du Congo en vidéoprojection. Message annonçant en substance l'embellie macroéconomique constaté en 2022 avec un taux de croissance de 2,6%. Ensuite, l'auditoire a suivi la conférence du conférencier Abraham Kostandingambo donnant le sens historique de la journée du 28 novembre 1958 en s'appuyant sur la crise parlementaire et MSA-UDDA. Après la proclamation de la République, le MSA-UDDA ne parvint pas à s'entendre sur le contenu de la Constitution. Ainsi, l'ambiance était tendue. Les conseillers, bien sûr plus tard, on les appellera les députés, on vint à s'échanger des insultes. Au moment où la procédure d'examen du projet de loi constitutionnelle allait être épuisée, en enregistrant le retour inopiné de Jacques Barrot dans l'hémicycle.
il s'insurgea violemment contre la motion prise à l'encontre de son groupe parlementaire par les conseillers du VDA en ces termes. J'arrive et vous m'apprenez que le groupe MSA a fait volte-face et a quitté cette salle. Je demande la permission de faire revenir mon groupe et que cette motion soit retirée. Malheureusement, ce cri du cœur ne fut pas entendu malgré l'accord donné par Gênes à Opango pour faire revenir son groupe dans la salle. Ayant pourtant loué la sagesse du leader du MSA pour cette démarche, l'abbé Fidèle, comme pressé de prendre la proportion de vice-président, demanda à Gênes de poursuivre les travaux et, à l'unanimité des 23 députés, Lourou fut porté à la tête d'un gouvernement provisoire. Festivités soldées par un apéritif d'honneur à l'endroit des invités par Alexandre Honoré Paca au siège de la préfecture du Pointe-Noire. Cabrol El Castro, artiste musicien, disciple de Papa Wemba et Rafa Bunzeki, a commencé sa carrière musicale au quartier Moujonzi à l'âge de 12 ans à Pointe-Noire. Ce samedi 3 décembre 2022, de concert avec Jean-Louis Massima, producteur, et l'espace culturel Obosso, il a organisé une conférence de presse pour présenter son nouvel album Arc de Triomphe, compte tenu d'un album aux clips variés avec la chanson Coqueluche Émotion d'amour. Akosinga tokeno sakane na kati na baleo nzoka ebale zalaka mokili na yeo. À cœur ouvert, l'artiste s'est livré au public. Ce qui m'a inspiré d'être chanteur, parce que chaque fois quand je réveillais, je prenais ma guitare, j'inspirais mes chansons moi-même. Vous voyez, je compose une chanson, je joue à la guitare, il faudrait que je chante moi-même. Au lieu d'appeler un chanteur pour venir chanter, ça m'a poussé de chanter moi-même. Au fur et à mesure que je chantais, je sentais que j'avais une belle voix, j'avais une belle mélodie. Je me suis dit que mais moi-même, je peux devenir chanteur, je peux chanter. C'est à partir de là que j'ai commencé à chanter. Donc quand je composais, ça ne cherchait plus que je cherche encore un chanteur pour lui donner l'air, la mélodie, tout. Moi-même, je me suis fait chanteur. J'ai essayé de faire une maquette à 6 titres. À l'époque, chez Adas, Mapouya, Père Aswanam, il est mort. Après, quand j'ai sorti la maquette, les gens appréciaient. Celui qui appréciait, celui qui m'avait donné les premiers cours de la guitare, c'était un grand guitariste du pays. Il était soliste à l'époque, sociétaire de l'orchestre d'Olisiana, Gemaroa. C'est lui qui était mon soliste dans l'université académique. C'est lui qui a joué à Mourléa avant d'aller créer d'Olisiana. Dès qu'il a écouté, il a dit « Mais tu chantes bien, tu peux continuer à chanter, jouer à la guitare toi-même. Tu peux te débrouiller comme ça. » C'est à partir de là que je suis devenu chanteur-guitariste. Talent d'un artiste musicien que fait valoir le manager événementiel des artistes Obosso A Management. Cabrol est un artiste très talentueux. Je veux même dire un diamant pour nous. Le manager qui est JLM Production a choisi pour mettre ses moyens. Parce que vous n'êtes pas sans oublier que la production demande beaucoup de moyens. Là aujourd'hui, vous avez apprécié le clip Émotion d'amour. Il y a d'autres qui vont arriver. Mais déjà aujourd'hui, vous pouvez trouver le single d'Émotion d'amour par Wilkey Music, qui est une plateforme, qui est une application de vente de disques. On ne peut pas mettre beaucoup d'argent, beaucoup de moyens sur un artiste si on ne pense pas en tirer profit. Cabrol El Castro, une voix mélodieuse qui envoûte les fans et les managers culturels, sera sous peu sur le marché du disque. Nanda Kwanzambe basokola ngai na maloba. Na miswa leta balatisanga lopete na yo tango toyokanaka ngai na yo tokofanda iko.
Appelé à Dieu le dimanche 13 novembre 2022 à Pointe-Noire, Joseph Mavungu, secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu, quitte la terre des hommes à 64 ans pendant que ses parents, amis, connaissances et collègues de l'assemblée locale du Kwilu ont encore besoin de lui. Un hommage mérité lui a été rendu ce mardi 29 novembre 2022 au siège du conseil départemental du Kwilu. Cérémonie placée sous l'autorité du préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, assisté de son homologue de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, du président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala, et de bien d'autres officiels. À l'arrivée du cercueil contenant le corps sans vie de Joseph Mavungu, les corps constitués départementaux présents à la cérémonie et le reste de l'assistance se sont levés pour saluer la mémoire du secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu. L'oraison funèbre lue par le conseiller Malik Joseph Louemba Makosso pouvait résumer son parcours. Joseph avait fait l'école primaire à Chilunga. Après avoir obtenu le CEP et le concours, il est admis au CG de Madingokai. Puis, bien plus tard, au lycée Karl Marx après l'obtention du BMG. Attiré par le métier des armes, il se fait recruter en 1980 à la police et ce, jusqu'à l'année où il a fait valoir ses droits à la retraite, au grade d'adjudant, avec comme fonction secrétaire administratif 3e échelon. Administrativement, Joseph Mavungu a eu à assumer des lourdes charges. D'abord, les fonctions de sous-préfet par intérim en 1999, durant 6 mois, puis sera nommé secrétaire général du district de Nzambi de 1999 à 2001. 7 ans plus tard, il sera promu sous-préfet du district de 2008 à 2010. Et 12 ans plus tard, il va rebondir et sera élu secrétaire du bureau exécutif du conseil départemental du Kwilu le 23 septembre 2020. Le recueillement des autorités interdépartementales, appuyé par le dépôt des gerbes de fleurs, a été l'ultime étape de la cérémonie. Le chant aux morts a permis la sortie de la dépouille mortelle de Joseph Mavungu, lequel a été conduit à sa dernière demeure à Kondi, dans la sous-préfecture de Nzambi. Il laisse une veuve et 12 enfants.